et nous pensons qu'il y a beaucoup de personnes qui vont suivre ce webinaire très intéressant aujourd'hui. Alors, nous allons encore attendre quelques minutes pour que tout le monde s'installe et ensuite nous allons commencer l'introduction dans quelques minutes. Je vous remercie. Alors, comme je vous l'ai dit, nous attendons que tout le monde puisse se connecter au webinaire parce qu'il y a encore des personnes qui essayent de se connecter. Nous allons commencer dans quelques minutes. Encore une minute parce qu'il y a encore des personnes qui nous rejoignent. Donc, nous allons encore attendre une minute ou deux et puis nous allons démarrer. Très bien. Alors, nous allons démarrer. Tout le monde est là. Tout le monde arrive. Alors, bienvenue à tous au webinaire d'aujourd'hui. Mon nom est Philippa Newton et je fais une publication du Financial Times et je vais modérer la session aujourd'hui. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous rappeler des règles. Toutes les discussions d'aujourd'hui seront enregistrées, donc vous pouvez les réécouter pour votre information. Donc, tout sera enregistré. Nous partagerons un lien avec vous après l'événement. Il y a une interprétation en direct disponible en anglais, en français, en indonésien. Donc, cliquez sur le symbole du globe terrestre en bas de votre écran pour choisir la langue de votre choix et aussi nous voulons être aussi interactifs que possible, alors n'hésitez pas à poser votre question dans la boîte de dialogue Q&A et nous essaierons de répondre au maximum de questions possibles. Alors, je suis très heureuse d'être rejointe aujourd'hui par un panel d'experts. Nous avons Raoni Rajao, qui est directeur du département des politiques et de lutte contre la déforestation et le brûlage au ministère brésilien de l'Environnement. Nous avons Juliette Codier, qui est responsable mondiale pour le climat et la nature chez Barrick Callebaut. Nous avons Michael Amoa, qui est directeur adjoint de la recherche et développement au Ghana Cocoa Board. Ensuite, nous avons également Darto, qui est de l'Union des petits exploitants d'huile de palme d'Indonésie. Et nous avons également Katia Albrecht, conseillère à la GIZ, l'Agence allemande pour la coopération internationale. Merci également à tous les participants qui sont parmi nous. Alors, avant de vous plonger dans notre débat, j'aimerais passer la parole aux animateurs du webinaire pour un mot d'ouverture en commençant par Glenn Horowitz, qui est PDG de Mighty Earth. Alors, Glenn, vous avez la parole. Merci beaucoup. Et merci beaucoup à tous les autres panélistes. Alors, au vu du public aujourd'hui, s'il y a quelque chose que l'on peut conclure, c'est l'importance de cette réglementation européenne. Je suis très heureux que vous soyez tous là et c'est très important pour de nombreux exploitants forestiers. Nous allons essayer de voir pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Alors, la réglementation est l'une des réglementations les plus importantes en termes de politique de conservation. Elle devrait permettre de sauver 720 millions d'hectares qui sinon seront totalement supprimés. Et pourtant, vous allez entendre l'ampleur des dégâts et la situation que peut apporter l'UDR. Et il y a de nombreuses sociétés qui vont permettre, grâce à de bonnes pratiques, de permettre d'identifier d'où proviennent les matières premières. Alors, au niveau des Canadiens, nous travaillons beaucoup avec eux. Vous allez entendre également un lobbyiste qui a dit que malgré être les plus... le problème réside dans les petits exploitants qui n'arrivent pas à respecter ces
ces réglementations parce qu'il y a un manque d'éducation. Et donc, nous avons eu l'opportunité également de prendre contact avec eux et de comprendre leurs besoins. Alors, lorsque l'on parle de petits exploitants, tout le monde compte. Mais ici, il y a une bonne nouvelle. La réalité est telle. On a vu des images qui sont dépeintes, des grands groupes d'exploitants sur le terrain qui s'organisent pour pouvoir respecter cette réglementation. Ils ont un avantage. Donc, pour la plupart des cultures, la grande partie de la déforestation, en fait, concerne des grands exploitants et pas des petits exploitants, que ce soit au Brésil ou ailleurs. Cela a permis la création de l'implication et de projets. Et donc, nous devons vraiment apprendre de ces petits exploitants. Et pour s'assurer que les communautés bénéficient de ce programme et qu'ils soient inclus, que tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement soient inclus, le règlement, le RDUE, est un règlement qui va permettre d'inclure chaque maillon de la chaîne. Mais je voulais souligner également que la plupart des entreprises se préparent à respecter ces règlements, les entreprises de cacao, mais également dans d'autres domaines. Et donc, des associations, des lobbyistes font tout ce qu'ils peuvent pour essayer que les entreprises respectent cette réglementation. Ce n'est pas rien. Et je pense que grâce à tous nos efforts, et les panélistes vont nous expliquer comment nous allons pouvoir mener cela à bien. Merci. Merci beaucoup, Glenn. C'est un bon départ pour aujourd'hui. Donc, Nicole, nous allons passer à vous. Merci beaucoup. Alors, moi, je voudrais souhaiter la bienvenue à tous les participants aujourd'hui. C'est assez impressionnant de voir autant de personnes qui qui participent aujourd'hui. Alors, beaucoup de personnes se préparent à cette réglementation. Alors, cette réglementation est l'une des pièces maîtresses du Green Deal européen. Avec la crise climatique qui atteint des sommets, comme en témoignent les inondations et les incendies de cet été, le climat et le côté social doivent être pris simultanément et rapidement en compte. Les forêts font partie de ce problème. Alors maintenant, chez Fin, nous attendons la mise en œuvre de ce règlement et nous sommes curieux de voir aujourd'hui quels sont les progrès qui ont été réalisés par les pays, les producteurs, pour essayer de verdir la production et aussi de s'attaquer aux questions sociales au, tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Comment est-ce qu'ils utilisent cette réglementation pour résoudre des problèmes qui sont présents depuis longtemps? Alors, je suis d'accord. Il y a eu une lacune et sans doute trop peu d'informations fournies par la Commission européenne sur comment se préparer par rapport à cette réglementation et comment cette réglementation va soutenir et protéger les petits acteurs dans ce domaine agricole et dans la question forestière, afin que cette période de transition puisse être bénéfique pour tout le monde et qu'ils puissent respecter cette réglementation. Alors, nous espérons qu'avec cette période de transition, jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement, sera marquée par un dialogue constructif entre les gouvernements et les acteurs de la chaîne d'approvisionnement et par des actions concrètes visant à atteindre les deux objectifs de ce règlement, à savoir, un, mettre un terme à la déforestation au niveau mondial et deux, veiller à ce que la consommation européenne n'entraîne pas une aggravation de la perte des forêts de la nature. Je vous remercie. Merci Nicole, merci à Glenn et je pense que Glenn a vraiment bien expliqué l'importance de cette réglementation. Et avant d'entrer dans les détails à propos de la réglementation, j'aimerais donner un petit peu de contexte pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de ce règlement. Alors, l'année dernière, l'Union européenne a établi la norme mondiale pour mettre fin à la déforestation due aux produits de base en adoptant le règlement de l'Union européenne relatif à la déforestation. Donc, à partir du 30 décembre de cette année, il sera interdit de mettre des produits clés sur le marché de l'UE ou de les exporter de l'UE s'ils ne sont pas exempts de déforestation, s'ils ne sont pas produits conformément à la législation pertinente du pays de production et s'ils ne sont pas couverts par une déclaration de diligence raisonnable n'impliquant
n'impliquant qu'aucun risque négligeable de conformité. Donc, le règlement couvre 7 produits de base, les bovins, le cacao, le café, l'huile de palme, le caoutchouc, le soja et le bois, ainsi que de nombreux autres produits dérivés énumérés dans l'annexe du règlement des produits, donc de la viande, du cuir, du chocolat, du café, de l'huile de palme, des produits en caoutchouc, etc. La loi a été adoptée avec le soutien du gouvernement, des entreprises et des ONG. Cependant, une opposition politique internationale s'est manifestée contre la mise en œuvre de la réglementation. Et la pression monte pour que la loi soit retardée ou affaiblie, ce qui serait dévastateur pour les projets du monde entier. Alors, notre discussion aujourd'hui vise à répondre à ces préoccupations et à démontrer que l'EUDR a déjà mené des changements importants dans les pays fortement boisés qui seront décisifs pour la réduction de la déforestation dans le monde. Alors, notre panel d'experts que nous avons déjà présenté comprend des intervenants de Côte d'Ivoire, du Brésil, de France, et ils vous montreront comment l'EUDR peut nous aider à réduire la déforestation. Nous allons également entendre aujourd'hui les petits exploitants des pays producteurs qui considèrent la nouvelle législation comme une opportunité plutôt qu'un obstacle par rapport à leurs moyens de subsistance et qui leur permettent de continuer à accéder aux chaînes d'approvisionnement européennes. Donc, il y aura vraiment beaucoup de matière aujourd'hui et n'hésitez pas, dans le courant de la discussion, à poser des questions dans le Q&A. Alors maintenant, nous allons commencer avec notre premier expert. Je vais donner le temps aux experts de donner encore, d'avoir quelques petites remarques d'introduction et nous allons commencer par Roney. Alors, je sais que vous allez devoir vous dépêcher, mais voilà, vous avez un petit peu de temps maintenant pour parler. Si vous voulez juste nous donner des remarques préliminaires sur votre perception du EUDR. Oui, merci beaucoup Philippa, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un réel plaisir d'être ici parmi nous. Alors tout d'abord, mon nom est Raoni Rajao. Je suis directeur du département et des politiques de contrôle de la déforestation au ministère brésilien de l'Environnement. Alors la manière dont nous percevons cette réglementation, c'est que c'est un critère supplémentaire par rapport à notre législation. Nous devons mettre en application notre propre législation, mais nous devons aussi avoir un objectif établi par le président brésilien, à savoir atteindre la zéro déforestation d'ici à 2030. Alors évidemment, on essaye d'y arriver et pour cela, nous avons besoin de travailler d'arrache-pied en termes d'application, de contrôle au niveau des systèmes et nous devons intégrer cela au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Donc, dans notre plan, nous avons un plan de réduction de la déforestation dans la forêt amazonienne et puis nous avons également un plan pour le reste du pays. Et dans les deux plans, nous avons un système de traçabilité qui est un pilier central du plan. Et l'une des raisons pour cela, c'est que nous avons compris, nous avons d'ailleurs montré que dans notre plan, même si nous avons des contrôles au niveau des forêts, même si nous avons des embargos, une étude récente publiée par un institut a montré que 87% des zones sous embargo n'ont pas pu être restaurées. Donc, ça veut dire qu'il y a encore des zones agricoles et cela veut dire qu'il y a encore des terrains qui sont exploités et qui ne sont pas exploités de manière légale. Et ça, c'est la première ligne de l'EUDR qui est en fait le respect des lois nationales. Et ça, c'est la première étape. Il faut s'assurer que les lois nationales et que les pratiques appliquées soient légales et permettent de lutter contre la déforestation. Et ça va nous permettre de réduire de manière significative la déforestation. Alors, nous avons de bonnes nouvelles. Il y a eu des bons résultats au niveau du gouvernement et donc actuellement, le ministère de l'Agriculture développe un système qui s'appelle Brazil Sustainable Power. Donc, c'est un système sur base volontaire dans lequel les exploitants qui veulent participer peuvent montrer leur niveau de respect, leurs bonnes pratiques ou leur certification. Ils peuvent rejoindre le système, insérer les informations dans le système et ils peuvent de ce fait recevoir une certification du système. C'est un système qui s'applique à tout le Brésil, qui est encore en cours de développement
et sur base volontaire. Donc évidemment, il y a beaucoup de défis en termes d'application, mais c'est un bon point de départ parce que cela va permettre de montrer les efforts effectués. Alors, nous avons dans le même temps l'État du Brésil qui est vraiment leader dans différents domaines. Et l'un de ces domaines, c'est que d'après la législation brésilienne, il y a un processus de vérification environnementale. Donc, d'après notre législation, l'État brésilien a l'obligation de vérifier le respect des normes environnementales. Le gouvernement euh, brésilien travaille dans différentes zones, des zones fédérales, et procède à des contrôles pour lutter contre la déforestation illégale. Donc, il y a toujours un deuxième niveau de vérification. Ensuite, nous travaillons aussi au niveau fédéral avec différentes initiatives qui permettent de faire des vérifications. Et ici, nous avons donc un ensemble de systèmes qui ont été adoptés. Et maintenant, comme vous le voyez sur l'écran, nous avons des États, l'État de Pala, qui a été le premier à mettre en place ce système, et Minas Gerais. Et dans ces zones, il y a des vérifications quotidiennes qui donnent des informations sur la déforestation, sur les zones et également sur la traçabilité. Donc, pas uniquement ce qui se passe dans l'exploitation, mais aussi, par exemple, s'il y a eu des achats de bovins d'une exploitation à l'autre. Et il y a d'autres États qui ont des systèmes similaires. Gros, c'est celui que vous pouvez voir sur l'écran. Il y a également l'Amazonie et d'autres États qui adoptent les mêmes systèmes dans le nord-est, aussi donc dans l'Amazonie, comme je vous le disais, où on adopte de tels programmes, des petits États et aussi un autre grand État agricole. Mais là, je ne peux pas encore vous en dire beaucoup parce que ce n'est pas encore tout à fait officiel. Donc, tous ces systèmes ont une caractéristique, c'est que les vérifications sont développées par l'État. Et donc, les données sont au niveau gouvernemental. Et donc, nous avons au niveau gouvernemental un registre avec toutes les données qui sont intégrées dans ce registre. Et si l'exploitant n'est pas enregistré dans le registre, il ne peut pas insérer des données et il ne peut pas acheter de bovins, par exemple, d'une autre ferme. Et donc, ça, c'est un système universel qui permet d'avoir de bonnes données. Et étant donné que les exploitants ont l'obligation de se faire enregistrer, de fournir des factures, cela nous fournit beaucoup d'informations, cela fournit beaucoup d'informations au gouvernement et donc, par conséquent, des informations en termes de traçabilité. Donc, ce qui veut dire que pour le moment, nous avons 1,8 million, 1,8 million d'exploitation qui sont contrôlées tous les jours au Brésil et un, ce qui représente un quart des exploitations au Brésil. Et donc, ça, c'est une bonne nouvelle en ce qui concerne le besoin de vérification et aussi de de responsabiliser les acheteurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette introduction. Alors, bien évidemment, hein, ces aspects sont extrêmement importants. Le suivi est essentiel, mais parfois certains pays nous disent que ce ne sera pas facile. Il y a peut-être des leçons que vous souhaiteriez partager. Vous pourrez peut-être nous expliquer comment améliorer le système au Brésil et comment veiller à ce que les autres exploitations agricoles se joignent aux autres. Eh bien, il y a différentes façons de faire. Les ajouts au système se font de manière individuelle. euh, et je pense qu'on va avoir bon nombre d'exploitations qui vont suivre le pas. Et l'autre option, c'est que cela devienne obligatoire dans d'autres États sur la base de décisions politiques. Dans certains États, même où il y a beaucoup de déforestation, on a bon nombre d'exploitations qui ne sont pas problématiques,
qui ne participent pas à la déforestation, notamment dans le sud du pays, mais également dans la région de l'Amazone. Et si on ne parvient pas à distinguer ceux qui font les choses bien de ceux qui font les choses mal, eh bien, grosso modo, tout le monde est considéré comme faisant les choses mal. Alors, bien évidemment, il y a des défis techniques à relever. Les technologies seront clés. On va devoir travailler sur les technologies pour garantir le suivi des forêts. Mais tous ces défis, toutes ces difficultés devraient être relevés. Au niveau de justement relever ces difficultés en matière de déforestation, bon, vous travaillez là-dessus depuis longtemps, bien avant l'entrée en vigueur du règlement de l'Union européenne sur la déforestation. Comment est-ce que vous faisiez pour, euh, pour travailler en collaboration, par exemple, avec d'autres pays? Quid de la coopération donc, transfrontière? Il y a cette coopération, elle est très importante, bien évidemment. Quand on regarde ce qui se fait, souvent, on a soit des impôts, des amendes, etc., euh, liés à la déforestation. Et quand on regarde le RDUE et ses exigences, on voit qu'il faut prouver une conformité avec la législation, y compris la législation nationale. Les gouvernements ont l'obligation de veiller à ce que les exploitations agricoles respectent la loi. Euh, Dans certains États, désormais, le gouvernement, les autorités gouvernementales sont considérées comme des alliés, mais voilà, il faut encore un peu de temps pour que les choses évoluent. Merci beaucoup. Alors, je vais me tourner vers les autres panélistes. J'espère que nous aurons l'occasion d'échanger à nouveau avec vous par la suite et que vous pourrez rester tout au long de ce webinaire. Je vais désormais me tourner vers vous, Juliette, pour vos remarques préliminaires. Oui, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir d'être ici. Je suis Juliette Cody de Callebaut. On représente plus ou moins 20% du cacao produit à travers le monde chez Barry Callebaut. On se produ- on s'approvisionne dans différentes régions du monde, notamment en Afrique. Euh, dans quelques jours, on va commencer les récoltes, notamment au Ghana, en Côte d'Ivoire. Et dans une centaine de jours, eh bien, on pourra les travailler et les amener sur le marché de l'Union européenne en tant que produit sans déforestation. Je vais vous expliquer dans quelle mesure Barry Callebaut veille à respecter le RDUE. Notre approche se concentre sur la réduction des risques et tourne autour de trois piliers. Tout d'abord, c'est la connaissance de la ligne d'approvisionnement, d'où viennent les produits. On veille à savoir d'où ils viennent, on établit des niveaux de risque pour chaque produit et on veille à avoir une conscience des risques liés à chaque produit et à chaque chaîne d'approvisionnement. Deuxième pilier de notre approche, une boîte à outils pour une vigilance raisonnable. Nous avons établi une boîte à outils avec 7 outils qui nous permettent d'évaluer les risques, d'atténuer les risques de non-conformité avec le RDUE. Laissez-moi vous donner un exemple du type d'outils que nous utilisons. Par exemple, euh, imagerie satellitaire qui nous permettent eh bien, de suivre les différentes parcelles de production de cacao qui font partie de notre chaîne d'approvisionnement. On contrôle également les récoltes et les quantités de cacao produit. Et si on se rend compte qu'une exploitation, par exemple, n'est pas en mesure de produire autant de cacao que ce qu'elle annonce, eh bien, on ne l'achète pas, tout simplement. Nous avons également, comme troisième pilier, la protection des forêts. Notre approche de conformité nous permet
veiller à avoir uniquement des fèves sans déforestation. En tout cas, c'est notre objectif. Bien évidemment, ça reste difficile d'être sûr à 100%. Voilà pourquoi nous avons décidé d'investir justement dans la protection des forêts afin de réduire la déforestation dans les zones à haut risque. Alors aujourd'hui, je voulais partager avec vous les difficultés que nous avons rencontrées chez Marie Calbo pour nous mettre en conformité avec le RDUE. Au cours des 10 dernières années, 90% de la déforestation est liée à des forêts transformées en terres agricoles. 50% des expansions des cultures de cacao sont associées à de la déforestation. Le RDUE est donc un changement pour l'industrie. Des grands changements que nous avons constatés est lié à la traçabilité. Toutefois, effectivement, ces dernières années, les entreprises ont beaucoup travaillé pour renforcer la traçabilité et elles ont acquis une certaine expérience en la matière. Je pense qu'on peut dire que euh, la traçabilité n'est plus considérée comme un exercice complexe pour les entreprises. Les entreprises sont capables de suivre le cacao grâce à différents outils. Images satellitaires, évaluation des quantités de cacao, etc. Par contre, le fait de s'adapter au RDUE n'a pas toujours été aisé ces derniers mois, surtout au vu du marché évolutif du cacao. Nous avons relevé pas mal de défis, nous en avons encore certains à relever. La législation est très prescriptive au niveau des types de produits qui peuvent être importés dans l'Union européenne. Ces produits doivent être traçables, légaux et sans déforestation. Il y a une description des évaluations de risque, des outils d'atténuation des risques qui doivent être mis en place pour pouvoir importer ces produits, mais ils ne sont pas toujours très spécifiques. Et nous en avons profité pour élaborer une approche qui répond à nos besoins, à nos objectifs en tant qu'entreprise, en tant qu'activité commerciale. Et donc, nous veillons à respecter toutes ces règles tout en utilisant la flexibilité existante pour l'adapter à notre propre activité. Le deuxième point que je souhaitais aborder avec vous est peut-être un peu plus personnel. On me demande souvent comment je fais face aux contradictions qui existent entre durabilité et business. Par exemple, le niveau du contrôle qui est imposé en matière de vigilance raisonnable, par exemple. Et chez Marie Calbor, pour respecter le RDUE, nous avons décidé d'avoir une approche de réduction au minimum des risques de non-conformité. Donc, on a mis en place une approche et des opérations visant à respecter le RDUE, à éviter tout risque de non-conformité. Et on travaille dans un esprit de collaboration dans l'ensemble de l'organisation, surtout au niveau des moyens d'adapter nos processus pour garantir la conformité de nos produits. Le dernier point que je souhaitais indiquer aujourd'hui, c'est que Barry Calvo est déterminé à respecter pleinement le RDUE et à veiller à la conformité de ses produits. Et ces derniers mois, bien, nous avons eu de belles collaborations dans l'ensemble de l'industrie avec des organisations de la société civile, avec des autorités gouvernementales de pays exportateurs. On a eu pas mal d'échanges, de collaborations avec différentes organisations, donc je les en remercie. Je trouve qu'il y a eu pas mal d'énergie collective déployée en faveur de la conformité des produits. Et d'ici au 1er janvier, bien nous euh, pensons que cette collaboration se poursuivra et que nous pourrons mettre en œuvre le RDUE. Nous allons continuer à maintenir un esprit de collaboration dans les mois à venir, en 2024 et après. Merci, merci beaucoup, Juliette. C'est intéressant justement euh, d'en apprendre un peu plus sur les décisions commerciales
des entreprises. Michael et moi, je vais me tourner vers vous désormais pour vos remarques liminaires. À vous la parole. Oui, merci, merci beaucoup. Merci de me donner la parole. Pour nous, le RDUE amène des défis parce que nous devons nous préparer et prouver notre conformité. Donc les acteurs commerciaux, euh, y compris les producteurs, doivent montrer leur conformité. Au Ghana, nous avons beaucoup de petits exploitants agricoles qui cultivent le cacao. Nous avons 30% des acteurs qui sont couverts par des processus de traçabilité, ce qui veut dire que 70% ne sont pas couverts. Et une grande partie de notre cacao est exporté vers l'Union européenne. Voilà ce qui met donc de la pression sur notre pays. Ainsi, avec notre comité cacao du Ghana, le COCOBOD, eh bien, nous sommes là pour accompagner les exploitants agricoles et les aider à prendre des décisions. Une fois le RDUE en place, si la situation reste en l'état, certains seront exclus du système. Pourquoi? Eh bien, parce que nous n'avons pas toujours la capacité de montrer notre conformité au système. Nous devons travailler à la réduction des coûts de conformité. Il faut que les acteurs du marché privé collaborent ensemble pour mettre au point de tels outils, des outils que l'on pourra toutes et tous utiliser pour réduire les coûts de conformité. Nous voulons également augmenter nos exportations vers le marché européen. C'est la raison pour laquelle nous avons promu un système de traçabilité du cacao au Ghana et mis en place des modèles d'évaluation de la déforestation, du risque de travail des enfants, etc. Nous avons désormais une sorte de grande base de données avec les exploitants agricoles de cacao. Nous avons désormais de meilleures données qui nous permettent d'avoir un meilleur système de traçabilité. Les opérateurs peuvent donc plus facilement euh, respecter les règles européennes. Les systèmes de traçabilité nous permettent vraiment de suivre le parcours du cacao jusqu'au port d'exportation. Nous avons travaillé en collaboration avec la FAO, avec l'Institut forestier européen également. On n'a pas réinventé la roue. On a regardé ce qui existait déjà. On a essayé d'identifier les meilleures pratiques dans les différents systèmes existants et on les a intégrées. Au niveau du RDUE, on a les aspects légalité et on a les aspects déforestation. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place des modèles d'évaluation des risques de travail des enfants. Avec l'Institut des forêts européennes, nous avons donc travaillé à ces modèles d'évaluation de la déforestation et du travail des enfants. Nous voulons garantir les droits humains, les droits fondamentaux et les droits des enfants.
ces modèles d'évaluation nous permettent de garantir les aspects liés à la déforestation et à la légalité qui sont repris dans le RDUE. Ainsi, nous voulons aider les opérateurs, les négociants également, à respecter les exigences de l'Union européenne. Et cela peut se faire en tant que service fourni donc aux négociants et aux opérateurs. Nous fournissons cela euh, contre financement. Alors, comme vous pouvez le voir, nous avons beaucoup de données. Nous avons cartographié plus d'1 million d'exploitations. Vous aviez les chiffres à l'écran. Nous avons cartographié beaucoup d'exploitations. Nous avons établi un système de traçabilité de bout en bout. Donc, du site de production au site d'exportation. Et avec la GIZ, l'Agence de développement, d'aide au développement international de l'Allemagne, eh bien, nous continuons à renforcer notre système de traçabilité. Nous mettons en place une certaine méthodologie pour eh bien, évaluer les risques de déforestation liés au cacao. Nous continuons à travailler sur des outils et des instruments visant à éviter le risque de travail des enfants. Et nous effectuons des tests également avec des opérateurs, des négociants pour tester le système. Nous testons le système en collaboration avec les autorités compétentes et les différents acteurs. Voilà, dans l'ensemble, ce que nous avons mis en place. J'espère que tout cela nous permettra, eh bien, de respecter les règles de l'Union européenne et de veiller à ce que nos acteurs de la chaîne puissent respecter la conformité au RDUE. Merci, merci beaucoup pour toutes ces informations en si peu de temps. Je vais désormais me tourner vers notre orateur suivant. À vous la parole. Oui, alors je vais essayer d'être concis parce que mon temps est limité et donc je vais aborder quelques points. Le premier point, c'est que nous sommes des petits exploitants et nous avons besoin de soutien pour nous mettre en conformité pour différentes raisons. La première raison, c'est que une majorité des petits exploitants sont des petits exploitants, ils sont des maillons de la chaîne d'approvisionnement et ils ne sont pas liés directement à l'entreprise. Parfois, les exploitants, les producteurs ne savent même pas où sont vendus au final leurs produits, par quel producteur. Et cela arrive également pour des producteurs. Il y a des exploitants qui reçoivent parfois des certifications alors qu'ils ne savent pas où se terminent leurs produits. Ensuite, le prix est très faible. Les exploitants indépendants perdent 50%, voire 40, 80% de leur prix parce que les prix ne sont pas décidés par eux. Et donc, ce sont les entreprises qui décident du prix d'achat auprès du producteur. Et donc, les entreprises ne visent pas à renforcer non plus à aider les producteurs au niveau des
meilleures pratiques pour améliorer leur productivité, pour être plus durables, notamment dans l'huile de palme. Il y a également un problème au niveau de l'engagement, au niveau des bonnes pratiques. Parfois, les bonnes pratiques ne fonctionnent pas, ne sont pas transmises et donc les entreprises ne prennent pas de mesures pour disséminer ces bonnes pratiques et ne font pas d'efforts pour impliquer les petits exploitants. Et il n'y a que peu d'exploitants qui sont conformes au niveau juridique. Et sans une certification, les producteurs sont illégaux. Et donc, ils travaillent en fait dans l'illégalité. Pourtant, pour avoir la certification, ce n'est pas compliqué. Il faut que l'exploitant soit cartographié. Et donc, s'il y a une géolocalisation de l'exploitant, eh bien, cela va faciliter la légalisation et l'obtention du certificat pour le petit exploitant. Mais pour ce faire, pour le moment, il n'y a pas de carte de certification qui a été effectuée et il n'y a pas d'initiative par les gouvernements. Donc, euh, il y a également l'aspect financier de la réglementation où il y a un problème, une lacune, où là, on a un problème avec le budget régional et il n'y a pas d'action, il n'y a pas de financement. Donc, au niveau de la légalité, il y a un problème. Au niveau des petits exploitants. Et donc, on n'encourage pas. Il faut que le gouvernement encourage et s'occupe des petits exploitants. Ensuite, par rapport à la réglementation, il y a des réglementations, il y a des services proposés aux petits exploitants pour coordonner et au niveau de la conformité également pour pouvoir aider les petits exploitants. Le fait est qu'il y a beaucoup de petits exploitants qui sont actuellement en conflit avec les grandes entreprises et cela met en péril leur position. Nous essayons de travailler avec différents petits exploitants pour les aider et nous sommes, nous pensons que le règlement peut permettre, par exemple, d'augmenter les prix d'achat, par exemple, de l'huile de palme. Et cela peut permettre également d'apporter un meilleur soutien. Les petits exploitants auront un meilleur revenu aussi. Et cela permettra de les lier à la chaîne d'approvisionnement des grandes entreprises. Ils pourront ainsi vendre leurs produits directement, les exporter dans l'Union européenne en répondant aux différents critères. Mais le problème, c'est que les petits exploitants, pour le moment, n'ont pas de structure et ne sont pas cartographiés. Donc, nous avons besoin de contacts directs avec les petits exploitants pour pouvoir les aider. Donc, mesdames et messieurs, nous, au SPKS, nous avons préparé un système de géolocalisation avec 21 quartiers en Indonésie, 21 zones pour pouvoir aider les petits exploitants, pour renforcer les efforts de cartographie, pour permettre aux entreprises de s'associer avec des petits exploitants et de pouvoir faire un lien avec le marché européen. Et donc, nous voulons soutenir nos membres. Pour le moment, il y a 6 000 hectares qui ne sont pas cartographiés
Et, il- les entreprises ne sont pas directement connectées à ces petits exploitants et ces petits exploitants sont absents de la chaîne d'approvisionnement. Il faut donc les lier au gouvernement pour qu'ils puissent tirer les avantages, même des incitants de cette réglementation et qu'ils puissent être inclus. Alors, quelles sont les actions concrètes que l'on peut faire pour inclure les petits exploitants? Il y a différents points. Il y a un besoin criant de soutenir financièrement et techniquement les petits exploitants pour s'assurer que les petits exploitants soient inclus et pas exclus de la chaîne d'approvisionnement au niveau de l'Union européenne. Nous estimons qu'il y a un coût de 70 à 200 euros par petit exploitant pour pouvoir se mettre en conformité avec la réglementation. Et il faut également donc un soutien financier et technique pour pouvoir répondre aux demandes. Il faut un soutien financier direct aux petits exploitants pour qu'ils puissent être plus en contact avec les moyennes et les grandes entreprises en créant des structures pour qu'ils puissent s'engager et que les entreprises s'engagent également par rapport à eux avec 300 000 euros ou d'autres aides financières. On pourrait permettre aux petits exploitants de participer. Je pense qu'il y a plusieurs points auxquels on pourrait penser pour soutenir les petits exploitants et je pense que notre discussion sera fructueuse aujourd'hui et très utile. Merci beaucoup, Darto, pour votre intervention. Maintenant, je vais passer à Katia. Katia, s'il vous plaît, restez bien concise parce que malheureusement, nous sommes déjà légèrement en retard. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Alors, je suis Katia Albrecht. Je suis conseillère à la GIZ, Agence allemande pour la coopération internationale. Et nous sommes financés par la Commission européenne, par le ministère allemand de la coopération internationale. Et nous avons commencé à travailler l'année dernière. Nous sommes donc en train de préparer les pays partenaires pour le UDR. Donc, nous travaillons conjointement avec les pays partenaires. Et si on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît, voilà. Donc, actuellement, nous travaillons dans 10 pays. J'en ai pris deux exemples que je vais vous présenter, l'Équateur et l'Indonésie, mais nous travaillons également dans d'autres pays également. Donc, ici, nous avons donc nos objectifs. Nous travaillons toujours à différents niveaux à la GIZ. Donc, nous travaillons d'une part au niveau des acteurs de la chaîne d'approvisionnement pour les préparer au règlement européen. Donc, nous collectons des données de géolocalisation. Nous soutenons les systèmes de traçabilité existants ou alors nous développons des nouveaux systèmes en fonction du contexte du pays. Nous travaillons conjointement avec différents acteurs, avec des partenariats. Nous proposons des politiques qui fournissent un environnement enclin contre la déforestation et pour la protection de l'environnement. Nous nous associons avec des associations et nous fournissons des fonds parallèlement à des systèmes de financement existants ou nous mettons en place des systèmes de financement. Et nous soutenons également le niveau local directement avec les petits exploitants, les petits producteurs en termes de pratiques durables de production. Nous fournissons des formations en termes de
production sans déforestation, en termes de pratiques durables, en termes juridiques également, en termes d'affectation des terres, et puis deux autres objectifs qui sont liés aux échanges mondiaux et locaux de connaissances. L'un que nous avons commencé, c'est des échanges locaux en Amérique et en Asie. Il y en aura sur donc le café et en Afrique, pardon, de l'Est. Et puis, il y a également un objectif de coordination entre les différents membres de l'Union européenne pour l'initiative, pardon, Team Initiative. Et là, nous avons un secrétariat qui va soutenir, qui va répondre, suivre les activités euh, de Team Europe Initiative et nous allons organiser également des événements mondiaux dans lesquels les expériences locales et mondiales seront présentées. Slide suivante. Voilà, je vais passer à un exemple de l'Équateur parce que l'Équateur a déployé beaucoup d'efforts dans la préparation par rapport à la réglementation européenne. Il y a différentes activités que nos collègues en Équateur ont déployées. Par exemple, la Commission interinstitutionnelle pour la production durable et le marketing, une commission multipartite dans laquelle on identifie des systèmes qui peuvent être utilisés par les petits exploitants, comme par exemple des outils de traçabilité ou des outils pour identifier la l'égalité de la production. Donc, nous soutenons également des évaluations de risques au niveau national pour identifier où se trouvent les risques et les risques potentiels dans quelle chaîne d'approvisionnement, par exemple des brèches par rapport aux droits du travail, aux droits de l'homme ou à la déforestation. Et enfin, dernier point, il y a un système gouvernemental pour l'enregistrement des exploitants, pour les enregistrer. Donc ça, c'était un système avant le règlement de l'Union européenne pour enregistrer les petits exploitants, les agriculteurs. Et nos collègues ont fourni des formations sur ce système d'enregistrement de traçabilité et aussi pour les exploitations familiales en Équateur, aussi des informations au niveau local. Nous déployons des activités sur le terrain dans l'ouest de l'Équateur et ici, dans l'est de l'Équateur, pardon. On organise des tables rondes sur, par exemple, la culture de l'huile de palme durable ou la culture du cacao durable. Il y a également la formation des formateurs par rapport à la diligence raisonnable, par rapport à la géolocalisation et par rapport aux critères de cette réglementation européenne. Par rapport à ces études donc de diligence raisonnable, on a mené des études au niveau donc sur le terrain, au niveau local, pour que les risques au niveau local soient identifiés. Évidemment, la diligence raisonnable, cela incombe à l'importateur en Europe qui doit collecter les informations au niveau local. Voilà, donc les obligations résident aussi au niveau des entreprises qui importent. Alors, il y a des études pilotes qui ont été lancées au niveau de traçabilité avec des organisations productrices. Et là, on fait attention à l'inclusion des femmes, des jeunes, des personnes indigènes ou de personnes marginalisées. Encore un exemple d'Indonésie, très rapidement. Ici, nous travaillons avec le ministère de la Planification, Bappenas, et nous avons entamé le Safe Challenge. Donc, il y a eu un appel d'offres, un consortium d'entreprises, des petits exploitants, des organisations de producteurs, des organisations de la société civile ou d'autres organisations qui ont pu répondre. Et actuellement, nous allons finaliser un accord dans quelques semaines. Et les sujets couverts par cela sont, par exemple, la collecte de données de petits exploitants, l'expansion de systèmes de traçabilité, le renforcement du système d'enregistrement des exploitants, du système de licence, de certification. Donc, très important, une partie très importante donc, de notre composante en Indonésie. Aussi, les droits fonciers qui doivent être vérifiés et suivis.
Et donc ça, ce sont des projets sur lesquels on travaille dans ces deux zones. Ensuite, nous sommes sur le point de finaliser la coopération avec l'entreprise PD Surveyor Indonesia pour inclure des données de petits exploitants qui ont été collectées dans le cadre du Challenge Safe et pour inclure ces données dans le tableau de bord pour les marchandises. Voilà. Donc, nous ne soutenons pas directement le tableau de bord au niveau national, mais nous soutenons par exemple le format des données, la manière dont on pourrait améliorer la collecte de données. Voilà, ce sont des initiatives du gouvernement. Et ensuite, Survey Indonesia va valider les données. Donc, ils vont agréger, ils vont travailler les données, les valider pour que ces données puissent être utilisées par différents acteurs de la chaîne d'approvisionnement. Donc voilà, jusqu'à présent, on s'est concentré dans le travail sur l'huile de palme, mais nous travaillons également sur le caoutchouc issu du cacao et d'autres produits et qui seront également une priorité pour notre travail dans les prochains jours, les prochains mois. Voilà, donc nous travaillons avec deux instituts qui font partie de notre travail pour nous soutenir. Et voilà, s'il me reste encore un petit peu de temps, je pourrais vous expliquer cela plus tard. Merci beaucoup, Katia. Désolée de vous avoir un petit peu pressé, mais nous n'avons pas beaucoup de temps, mais vraiment très bonnes informations qui suscitent beaucoup de questions. Merci beaucoup pour votre participation. Je pense qu'on va regarder une petite vidéo maintenant, si vous me le permettez. Le Ghana s'apprête à mettre en œuvre les UDR. Je suis ici dans le district d'Etiwa, dans la région orientale, et j'étudie cette question avec des cultivateurs de cacao. La culture du cacao est une activité importante dans cette région et la Cocoa Board a aidé les agriculteurs à cartographier l'ensemble de leurs exploitations et de leurs parcelles agricoles. Et donc, les agriculteurs dans cette région disposent d'au moins une carte des exploitations et ils peuvent prouver qu'ils ne déboisent pas, ce qui signifie qu'ils sont en conformité avec les UDR et qu'ils peuvent continuer à exporter leurs fèves de cacao. Mais un autre avantage de cette saisie de données, c'est qu'ils disposent également des informations précises sur leurs exploitations qui peuvent être utilisées pour accéder à des services financiers. Donc, la préparation de l'EUDR a des conséquences multiples pour les agriculteurs. Merci. Merci pour vos remarques préliminaires. Je vous propose désormais eh bien d'avoir un échange avec nos panélistes et d'en profiter par la même occasion pour commencer à répondre aux différentes questions qui ont été posées. Il y en a beaucoup. N'hésitez pas à allumer votre caméra pour cette séance en panel. Voilà, chers panélistes, n'hésitez pas à allumer votre caméra, ce serait super. Merci. Voilà, je pense que tout le monde l'a fait. Michael est là également. Super. Alors nous allons, eh bien, nous intéresser à vous, Michael. Que se passe-t-il au Ghana? On vient de voir cette vidéo. Pouvez-vous nous expliquer le rôle que joue CocoBud pour aider les agriculteurs à se mettre en conformité? Oui, bien sûr. Alors nous sommes là pour fournir une aide, par exemple avec des images par satellite. On va également travailler à la cartographie des exploitations agricoles pour bien délimiter les parcelles. Nous allons également intégrer les informations dans nos systèmes.
On va pouvoir euh, analyser les données obtenues, par exemple les revenus, les approvisionnements et autres, afin de les aider à s'améliorer. Nous allons également les aider à garantir la traçabilité de leurs produits, ce qui est une des exigences. Et nous faisons tout cela avec l'ensemble des parties prenantes avec lesquelles nous collaborons. Effectivement, nous travaillons avec des entreprises privées, mais pas seulement. Nous travaillons également avec des organisations de la société civile et des organisations non gouvernementales. Nous cherchons ensemble les meilleures pratiques et les pratiques exemplaires afin de les intégrer à notre système. Voilà donc comment nous aidons en tant que COCOBOD les agriculteurs à se mettre en conformité. Ça prend du temps, bien évidemment, mais c'est ce que nous faisons. Et euh, les agriculteurs, par exemple, vu que c'est un processus qui prend du temps d'améliorer la traçabilité, la situation des parcelles et autres, eh bien, avec eux, nous utilisons des codes couleurs. Donc, ils peuvent avoir des parcelles en rouge, en orange, en vert, etc. L'idée, c'est vraiment d'avoir un système qui est simple à utiliser pour les agriculteurs. Merci. Merci beaucoup. Michael, Ronnie, je vois que vous êtes toujours avec nous. Un tout grand merci. On a eu pas mal de questions des participants s'agissant du rôle des autorités brésiliennes dans le travail que vous menez. Donc, qui paye et comment ça se passe? Est-ce que vous pourriez expliquer plus en détail le rôle joué par les autorités brésiliennes? Oui, bien sûr, merci. Alors, bien évidemment, on a différents rôles à différents niveaux, mais le ministère de l'Agriculture est là pour aider les agriculteurs qui veulent eh bien, montrer patte blanche. Et en tant que coordinateur de lutte contre la déforestation, nous encourageons les agriculteurs à se mettre en contact avec nous pour, pour travailler à la traçabilité de leurs produits. Alors, niveau traçabilité, on peut eh bien, montrer les données aux acheteurs, à l'Union européenne, etc. Ça, c'est une sorte de certification, entre guillemets, une certification publique qu'on peut fournir pour montrer la traçabilité. Et puis, on a également une autre traçabilité dans le cadre de l'application des lois. Et ça, on le fait. On n'a pas besoin de l'autorisation de l'exploitant agricole pour venir vérifier la conformité des produits. On peut vérifier les factures, les déplacements de bétail, etc. Donc, on a vraiment ces deux types de traçabilité. Ce système de traçabilité pour aider à être en conformité avec le RDUE, et puis la conformité plus, entre guillemets, légale. Merci pour ces précisions. Dart, je me tourne désormais vers vous. Vous avez parlé de fonds. Peut-être que vous pourriez nous expliquer comment ça fonctionne. Euh, Comment cela peut aider les petits exploitants agricoles à fournir l'Union européenne avec de l'huile de palme durable? Oui, merci pour la question. Alors, effectivement, ce n'est pas toujours simple. Il y a certaines exigences qui sont imposées aux exploitants agricoles qui produisent de l'huile de palme et plusieurs conditions doivent être respectées euh, par ces agriculteurs s'ils veulent faire partie de notre association. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on essaye de déployer des efforts pour former les agriculteurs.
à l'utilisation du GPS, par exemple. Donc, on utilise ces fonds à des fins de formation principalement. Tous les aspects liés au commerce d'huile de palme et de les chaînes d'approvisionnement de l'huile de palme sont abordés en collaboration avec les agriculteurs. Donc généralement, comme je le disais, on forme les agriculteurs et ensuite les agriculteurs sont en mesure d'effectuer leur propre cartographie, leur propre suivi, leur propre traitement. Donc ça, c'est une façon dont nous travaillons avec les producteurs d'huile de palme. Donc, bien évidemment, ce n'est pas toujours aisé de former les producteurs, mais nous faisons notre maximum avec les fonds dont nous disposons, puisque ce n'est pas toujours possible de former tout le monde. Il y a des centaines de milliers, des millions d'agriculteurs qui devraient être formés. Donc, on essaye d'en former un maximum à ces outils de géolocalisation. Nous utilisons également des fonds pour renforcer les institutions qui représentent les agriculteurs et agricultrices. Au niveau du RDUE, on a des obligations de géolocalisation et autres, et ça, ben, on y travaille et on parvient à respecter ces obligations. Mais parfois, il y a d'autres obligations à prendre en compte. Les entreprises ont également un rôle à jouer à l'heure de fournir des prix justes, des prix équitables, ce qui nous aidera eh bien, à améliorer le système. Et enfin, je pense que les liens entre les maillons de la chaîne d'approvisionnement jusqu'à l'Union européenne doivent être renforcés. On a des produits à base d'huile de palme qui arrivent sur le marché de l'Union européenne et on a des associations qui sont là pour aider les agriculteurs à y parvenir. On a des grosses variations d'une région à l'autre. Euh, Parfois, on a donc des districts où les choses se passent bien, d'autres districts où les choses se passent moins bien, et pourtant, eh bien, ces produits arrivent tous sur le marché de l'Union européenne, donc il y a encore moyen de s'améliorer. Merci beaucoup, Darto. Alors, on va repasser au cacao avec Juliette. On va revenir au cacao avec vous, donc Juliette. Euh, Comment voyez-vous cette situation dans la chaîne d'approvisionnement de Barry Callebaut? Est-ce que pour vous, cette gestion de la chaîne d'approvisionnement, elle doit se faire au niveau des acteurs privés, au niveau du gouvernement? Qui doit euh, veiller à se conformer au règlement européen? Bien, merci pour la question. Je vais rebondir à ce que j'ai lu dans le chat, à ce qu'a dit Darto également. Ce que je peux vous dire, c'est que de notre côté, on investit énormément pour se mettre en conformité avec le RDUE. On investit énormément pour veiller à ce que les petits exploitants agricoles soient intégrés dans la chaîne d'approvisionnement. Pourquoi? Bien parce que nos activités dépendent de nombreux petits exploitants agricoles. On travaille donc à combler les lacunes existantes. C'est un défi, bien évidemment, mais d'énormes efforts sont consentis actuellement par nos équipes et par nos fournisseurs pour
intégrer au mieux les petits exploitants agricoles dans les chaînes d'approvisionnement. La conformité, on s'en occupe en ce moment, on y travaille. Comme je le disais, nous avons lancé plusieurs initiatives en matière de conformité, en collaboration avec différents acteurs. Et pour nous, voilà, il est de notre responsabilité d'investir en faveur de cette conformité. Quelques mots peut-être sur le suivi de la déforestation. Nous avons investi de façon significative pour nous doter des bons outils qui nous permettent d'effectuer de bonnes évaluations et de savoir où il y a des risques de non-conformité. Notre objectif, c'est d'avoir autant d'informations que possible au moment de prendre nos décisions d'approvisionnement. Merci, merci beaucoup, Juliette. Katia, j'en viens à vous. Alors, Michael, Darto ont soulevé différents défis. En tant qu'agence, euh, quelles sont les lacunes que vous pouvez combler en tant que GIZ euh, en matière de conformité au RDUE? Merci, merci beaucoup pour la question. Alors, quand on commence à travailler dans un pays partenaire, bien évidemment, au départ, on consulte différentes parties prenantes et on identifie des lacunes, mais également des synergies possibles. On regarde si des projets sont déjà existants, si certains exploitants agricoles font partie voilà, de la chaîne d'approvisionnement d'une grande entreprise ou autre, pour cibler au mieux les personnes que nous pouvons aider. Notre objectif, bien évidemment, c'est de nous concentrer sur les zones, les communautés qui n'ont pas encore les connaissances relatives au RDUE et aux obligations de conformité au RDUE. Donc, on se concentre souvent sur des exploitants agricoles indépendants qui ne font pas partie de chaînes d'approvisionnement internationales. Et pour nous, bien évidemment, il est important que les agriculteurs soient les détenteurs, les propriétaires de leurs données. Donc, nous mettons à disposition différents outils qui leur permettent d'obtenir leurs propres données et ensuite, ils ont la possibilité de les partager avec euh, qui ils veulent. Mais voilà, je dirais que vraiment les besoins se trouvent au niveau local et c'est au niveau local que nous tentons de travailler en tant que GIZ. Donc nous sommes là pour aider à développer des connaissances et à promouvoir le partage de connaissances. Alors au niveau local, pour vous, il y a un manque de connaissances ou y a-t-il aussi un manque de financement et de connaissances techniques, comme l'a mentionné Darta? Eh bien, je dirais que dans tous les cas, c'est ce qu'on fait, c'est une première étape. Ce n'est qu'une partie du problème. Les questions de financement, bien évidemment, sont clés également. Nous collectons également des informations sur les différents mécanismes financiers existants dans les pays où nous opérons et on essaye d'identifier les lacunes justement en matière de financement pour les petits exploitants agricoles. Nous soutenons également euh, la mise en place de solutions et nous sommes là pour aider à remplir les documents de demande de subvention ou de financement, par exemple. Donc on travaille là-dessus également. On cherche les différents outils qui peuvent être utilisés. Donc paiement pour les systèmes écosystémiques, paiement euh, par des entreprises privées, financement public, etc., etc. Tout ça, c'est un travail qui est en cours et on le présentera bientôt sur le site web de Team Europe. Merci, merci beaucoup, Rouhani. Si vous êtes toujours là, j'ai encore une question pour vous. Oui, vous êtes là, fantastique. Merci. Là, on a reçu plusieurs questions. Alors, on voit, on a beaucoup d'exportations de produits brésiliens dans l'Union européenne.
système, voilà, va devoir être adapté pour respecter la RDUE d'ici à la fin de l'année. Vous avez parlé de 25% de conformité. Quid du reste? Eh bien, le système national sera prêt, mais les agriculteurs devront fournir des données pour pouvoir exporter leurs produits. Donc ça va dépendre des exploitants agricoles. Si les exploitants agricoles ne veulent pas exporter vers l'Union européenne, ils n'auront pas besoin de s'inscrire. Mais ce système sera déployé. Il sera disponible. Il est déployé par l'État. C'est donc un système public. On va voir combien de personnes rejoignent le système. Cela va dépendre des agriculteurs et également des décisions prises au niveau des régions. On les encourage bien évidemment à le faire, mais voilà, ça dépendra d'eux. Alors, pour vous, vous voyez le verre à moitié plein ou à moitié vide? Vous pensez que ça va fonctionner? Alors, je pense que ça va dépendre. Ce qui se passe parfois, c'est que parfois l'Union européenne ne fournit pas de benchmarking euh, en temps et en heure. Et du coup, ça amène un certain scepticisme du secteur privé, ici au Brésil en tout cas. Cela entraîne une démobilisation. Et donc, je pense que voilà, c'est un jeu qui se joue à deux, hein. Il faut que des données, des informations soient données du côté de l'Union européenne pour avoir une réaction du côté du Brésil et pour encourager donc les exploitants agricoles à s'inscrire sur le système pour pouvoir exporter vers l'Union européenne. Merci. Euh, alors Juliette, vous parliez aussi d'attentes d'orientation fournies par l'Union européenne ou de lignes directrices. Alors, cette question de transparence, de données, c'est important. Quels sont les principaux défis? Comment est-ce que vous travaillez avec les exploitants agricoles, les petits exploitants agricoles, notamment pour les aider à se mettre en conformité avec le RDUE? Alors, les orientations, les lignes directrices, les principes directeurs, seraient le bienvenu. Il y a des documents qui ont été publiés il y a quelques mois qui donnaient une certaine perspective de l'interprétation des droits humains qui sont mentionnés dans le cadre du RDUE. Alors nous avons ces documents, nous nous fondons sur ces documents à l'heure d'analyser et d'interpréter le RDUE. Il y a différentes politiques que nous appliquons et sur lesquelles nous travaillons dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement du cacao. Hein. Mais je pense que effectivement des orientations seraient nécessaires sur certains aspects techniques, notamment DDS. Il faudrait voir comment cela fonctionne au niveau de l'Union européenne. La voilà, vigilance raisonnable, elle doit être respectée. On en a la responsabilité et je pense que c'est vraiment dans ce domaine qu'on a besoin de lignes directrices plus claires et d'informations supplémentaires. Cela nous permettrait eh bien, d'améliorer notre approche et d'être aussi efficace que possible dans les mois à venir. Et vous avez mentionné que vous allez pouvoir respecter la deadline. Est-ce que vous allez pouvoir continuer sur l'élan avec les fournisseurs que vous avez existants ou alors vous allez devoir en rajouter? Non, on travaille avec les fournisseurs que nous avons au sein de la chaîne d'approvisionnement et nous avons déjà travaillé beaucoup de notre côté pour adopter une nouvelle approche et au niveau des fournisseurs, on leur a fourni des formations, des lignes directrices. C'est l'un des exercices donc que l'on applique tout au long de la chaîne d'approvisionnement pour voir où est-ce qu'il y a des risques potentiels. Nous travaillons de manière proactive avec nos fournisseurs tout au long de la chaîne d'approvisionnement et nous allons continuer dans les prochaines semaines. Merci. Et donc, je vais passer au chocolat et au café. Katia,
quelqu'un dans le public a demandé votre engagement par rapport au café. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous faites à ce niveau-là? Oui. Alors, les marchandises sur lesquelles on travaille diffèrent d'un pays à l'autre. Donc, parfois, on doit faire des priorités. On doit prioriser une chaîne d'approvisionnement par rapport à une autre, en fonction des intérêts des partenaires aussi. Mais nous travaillons sur le café en Équateur. Alors, ce n'est pas l'activité principale, mais c'est une activité secondaire en Équateur. Ce sera également le cas en Ouganda et au Vietnam. Donc, nous venons de commencer de travailler en Ouganda. On va commencer donc début octobre et nous travaillons avec différents acteurs qui travaillent déjà en Ouganda, comme de l'IDC, et nous voilà, travaillons avec les activités qu'ils organisent sur place. Et le, en RDC, donc là aussi, nous travaillons pour le caoutchouc naturel et le cacao. Donc, pour avoir davantage d'informations sur l'Équateur, il faudra que je demande à ma collègue pour voir, peut-être je peux vous mettre en contact ou demander des informations pour vous. Parce que voilà, moi j'ai une vision globale du pays et pas en détail. Alors, est-ce que vous voyez qu'il y a différents défis en termes de marchandises couvertes par la réglementation? Vous dites que vous couvrez 10 pays. Le chocolat, l'huile de palme, qu'est-ce que vous voyez comme marchandise plus compliquée, où il est plus compliqué d'appliquer cette réglementation? Est-ce que ça dépend de la marchandise? Est-ce que ça dépend du pays? Est-ce que ça dépend de quoi ça dépend? Eh bien, je sais par exemple que en Équateur, la cartographie des exploitations dans le secteur de l'huile de palme et du cacao a bien avancé. Par contre, pas dans le café. Donc, je pense aussi que l'engagement volontaire par rapport à la déforestation au niveau des chaînes d'approvisionnement s'est concentré sur le cacao et l'huile de palme, aussi sur le bois et le soja, un peu moins sur le café, qui est un petit peu peut-être moins préparé. Mais nous avons reçu différents signaux de différents pays, comme par exemple l'Inde, qui semble être très bien préparée, en tout cas c'est ce que j'ai entendu, de notre partenaire sur place. Aussi le Vietnam travaille beaucoup au niveau du paysage. Et bien sûr, c'est un défi parce qu'il y a beaucoup de petits exploitants et le secteur est plus fragmenté, mais nous trouvons toujours des outils pour collecter des données de géolocalisation de manière plus efficace. Merci. Donc au niveau des exploitants, pas au niveau du paysage, hein, voilà. Oui, et je voulais vous poser une question similaire en termes de respect au niveau de la deadline fin de l'année. Est-ce que c'est quelque chose qui semble pouvoir être atteint pour vous au niveau de l'Indonésie? Alors, pour les exploitants, je pense que nous sommes plutôt optimistes et nous sommes prêts. Le problème, c'est de savoir qui va gérer cela. Qui va gérer l'huile de palme, qui est traçable, ou au niveau de la géolocalisation, tout dépend des entreprises existantes en termes d'huile de palme. Donc, il est nécessaire d'avoir un bon dialogue entre les exploitants et le secteur privé, les entreprises, et aussi les consommateurs, les acheteurs. Au niveau de l'Union européenne, il est important de partager les questions, de pouvoir communiquer là-dessus. Et cela dépend également des grandes entreprises, parce que les grandes entreprises disposent de leurs usines pour transformer les produits, les marchandises, l'huile de palme, des marchandises qui sont traçables. Ils ont également des conteneurs, des navires pour transporter ces marchandises en Europe.
Parce que nous, en tant que petits exploitants, on n'a pas de grande structure et donc on dépend d'eux. Mais si vous voulez renforcer ce processus, comme je l'ai mentionné auparavant, il faut des investissements directs au niveau des communautés d'exploitants et les investissements doivent être concrets. Et moi, je suis conscient que l'Union européenne va prendre 4 tonnes d'huile de palme d'Indonésie et nous pouvons répondre à la demande. Mais le problème, c'est que nous ne sommes pas propriétaires de structures de transformation ou d'usines. Donc, le marché européen doit investir directement au niveau des petits exploitants. Des exploitants qui sont préparés, qui soient préparés en termes de traçabilité, qui soient déclarés et qui se soient préparés contre la déforestation, comme demandé, et nous sommes prêts à faire cela. Alors, je dirais que l'investissement ne doit pas être énorme. Par exemple, je ne sais pas, une usine qui a une production de 5 tonnes, si la structure existe, l'usine existe, il faut qu'elle se conforme à la réglementation européenne pour le marché européen. Et ensuite, lorsque les exploitants, à ce moment-là, les exploitants pourront travailler directement. Et cela va aider les petits exploitants. Donc, nous sommes prêts. Alors, certaines entreprises ne sont pas transparentes et ne sont pas encore prêtes. Et ça, ce sera notre plus grand défi. Mais il y a des projets de la GIZ. Je suis désolée, je vais devoir vous arrêter parce que nous arrivons à la fin. Alors, je suis désolée de vous couper, mais il va falloir conclure. Voilà, si vous souhaitez conclure, n'hésitez pas brièvement par rapport aux usines et ensuite on pourra continuer et conclure la session. Est-ce que vous souhaitez continuer ou c'est bon? Oui, donc merci. Par exemple, nous sommes en partenariat avec 2 entreprises, des entreprises exportantes en Europe et des entreprises locales. Et les financements proviennent de la GIZ. Mais de notre côté, ce n'est pas pour l'Union européenne. Donc, nous n'exportons pas de produits dans l'Union européenne parce qu'il y a des défis spécifiques auxquels nous sommes confrontés. Et ces entreprises vont utiliser les succursales pour l'Union européenne. Et donc, ça, c'est un autre défi. Je vous remercie. Merci. Alors, désolé, mais je pense qu'en général, ce que vous dites, c'est que cette réglementation peut être positive pour les petits exploitants qui peuvent avoir accès à des nouveaux marchés. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Nous devons conclure. Alors, on s'est concentré sur la déforestation, mais évidemment, on doit se concentrer aussi sur les petits exploitants. Juliette, c'est quelque chose avec lequel vous êtes d'accord, cette affirmation? Oui, oui, tout à fait. Je pense, enfin, c'est la manière dont nous voyons les choses. Cette réglementation peut être bénéfique aux petits exploitants, oui. Bien sûr, oui, je suis tout à fait d'accord. Merci, Katia. Est-ce que vous voyez des avantages pour les petits exploitants également? Oui, bien sûr. Ce qui est très important, c'est qu'avec les données, les petits exploitants peuvent créer des relations solides à long terme avec des entreprises de commerce, mais cela peut faciliter également l'accès à des services financiers s'il y a des données disponibles pour la gestion en général. Ronnie, vous vouliez mentionner également quelque chose par rapport au fait d'être
prêt? Oui, merci beaucoup, Philippa. Merci beaucoup pour toutes ces informations, toutes ces contributions. Alors, juste un message sur la situation aujourd'hui. Je pense qu'on devrait voir cela comme une approche étape par étape. Alors, il n'y a pas un système qui ne soit pas complexe. Le système est complexe, mais ce qu'il faut faire, c'est commencer par ce que l'on a pour le moment. Et d'après ce que je vois des expériences du Ghana, de l'Indonésie, du Ghana, et partir de là. Et donc, oui, il y aura toujours des petites, des nouvelles étapes, mais cela fait partie du processus. Donc, ce que l'on ne doit pas faire, c'est se dire qu'on a besoin d'un système parfait. On ne sait parce que personne ne sait à quoi ressemble un système parfait pour démarrer. Non, nous devons commencer étape par étape et y arriver progressivement, produit par produit. Merci beaucoup. Alors, un avis, un conseil très sage. Merci beaucoup, Michael. Un dernier mot de votre part. C'est bon pour les petits exploitants également, selon vous? Oui, je pense que les petits exploitants peuvent vraiment exploiter cela aussi au niveau financier pour améliorer leur situation, pour promouvoir leur système et pour avoir accès également au marché du carbone. Cela permet également de se rapprocher des petits exploitants et de les inclure et également qu'ils aient une meilleure qualité de vie. Donc, merci beaucoup pour toutes vos contributions. Je suis désolée de devoir tous vous presser, mais je voulais vous remercier pour vos excellentes questions, remercier les membres du panel. Je pense que ça a été une très bonne discussion. Alors, il y aura un enregistrement complet de l'événement d'aujourd'hui. Il y aura un script également qui sera disponible pour tous les participants. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter Fern et Mighty Earth, dont les coordonnées sont affichées à l'écran en ce moment. Ah, non, elles n'apparaissent pas, mais n'hésitez pas. Si vous contactez les collègues, ils vont pouvoir vous aider. Ne vous inquiétez pas. Et je vous souhaite à tous une bonne fin d'après-midi. Je vous remercie.